Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, nous allons parler du métier de coach. C'est le titre éponyme d'un livre qui est le véritable best-seller dans l'édition du coaching en France. Son auteur n'est autre que le coach et superviseur François Delivray. Enfant, il se rêvait pape et adulte, il a écrit la Bible du coaching. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez un homme qui partage sa vision des spécificités, des rôles et des compétences du métier de coach, ainsi que ses convictions profondes et des dévoilements intimes. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. François Delivray, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Pas vraiment. Je rêvais d'être le pape, le conclave, tout ça, ça me plaisait. Je me disais, voilà, ça serait bien. Je rêvais aussi d'être général parce que mon papa était officier. Je rêvais d'être un héros de je sais pas quoi. Donc rien de spécial et de toute façon rien à voir avec ce que j'ai fait de ma vie. Quel métier faisaient tes parents ? Donc ton père était dans l'armée, c'est ça ? Papa était dans l'armée, papa était officier. J'avais 6 frères et sœurs, on était 7, et maman s'occupait des enfants, ce qui lui donnait beaucoup de travail, surtout quand papa était à l'extérieur, soit en Indochine, soit en Algérie, soit pendant la guerre de 40. Donc elle a eu à gérer toute la famille. Et alors, quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? Alors ça dépend de l'âge. Il y a eu un changement vers les 7 ans à peu près. Dans les premières années, surtout d'après ce qu'on m'a dit, j'étais un garçon très turbulent, très imaginatif. Et à partir de 7-8 ans, j'ai dû comprendre que ça marchait pas trop dans mon système familial. Et donc, je suis devenu quelqu'un de très studieux, très sage. J'ai commencé à bien réussir à l'école. Puis ensuite, ma foi, ça a continué. Et alors, quelles études as-tu fait par la suite ? Alors, je suis parti à l'âge de 15 ans au Prytanée militaire de la Flèche, où j'ai été interne pendant 4 années et j'ai préparé les concours aux grandes écoles. En 1967, j'ai été reçu à Polytechnique, dans laquelle je suis rentré, puis j'ai fait l'école des mines comme école d'application. Et je suis donc ingénieur civil des mines, ce qui m'amuse beaucoup, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est civil, c'est aussi qu'il est poli, etc. Donc il y a tout un imaginaire dans lequel ça t'embarque. Peut-être, oui. Et alors, quelle a été ta première partie de carrière ? Je suis rentré à Gaz de France et j'ai essentiellement fait de l'ingénierie. C'était une époque passionnante pour un ingénieur parce qu'il y avait des grands travaux. On commençait à recevoir le gaz de l'étranger, le gaz russe, le gaz algérien, le gaz de Norvège. Et il y avait en particulier, ce qui maintenant est beaucoup plus courant, il y avait les premiers terminaux méthaniers de taille. Et j'ai donc eu la charge de concevoir le terminal méthanier de Montoire de Bretagne et puis aussi de concevoir le premier grand réservoir en béton précontraint à Fos-sur-Mer. C'était un travail absolument passionnant parce que très complet au niveau ingénierie. On touchait à des tas de disciplines et j'ai vraiment fait un travail d'ingénieur. J'en garde un très très bon souvenir. C'était une très bonne époque. Période d'infrastructure. Période d'infrastructure, de grands investissements. Et puis, 6 ans après être rentré à Gaz de France, on m'a proposé un poste en Iran où je me suis expatrié pendant 3 ans comme ingénieur résident, c'est le terme consacré. C'est-à-dire l'ingénieur qui fait la transmission entre les équipes d'ingénierie en France et en Italie, puisque c'était une joint venture de sociétés franco-italiennes qui étaient chargées de l'ingénierie d'un très grand gazoduc qui partait du sud de l'Iran et qui devait arriver en Russie. Il fallait construire un énorme tuyau et donc j'étais le correspondant des équipes techniques en Iran. Après l'Iran, je suis rentré en France et j'ai continué à faire de l'ingénierie, puis j'ai été nommé chef des stations de compression et de stockage souterrain de Gaz de France. Puis ensuite, j'ai fini comme adjoint au directeur de la coopération avec l'Algérie. Comment es-tu venu au coaching ? Parce que pour un ingénieur, c'est pas forcément totalement intuitif. Alors, je suis pas passé coach tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu un événement assez fondateur dans ma vie à l'âge de 35-37 ans. D'une part, la prise de conscience du temps qui passait et de la nécessité pour moi de développer des talents que je pressentais. Et puis un événement très douloureux qui a été mon divorce. Donc j'ai fait une thérapie à ce moment-là et j'ai commencé à étudier l'analyse transactionnelle, les processus de groupe, puis à suivre des formations dans des domaines que je connaissais un peu, mais comme la conduite de réunion, la négociation, toutes ces choses qui touchent à l'humain dans l'entreprise. Ça m'a beaucoup plu et j'avais la fibre pédagogique que j'ai toujours.
Donc, j'ai décidé de devenir formateur. Donc, j'ai quitté Gaz de France en 1990 et je me suis installé comme consultant indépendant avec dans l'idée d'être formateur. C'est donc ce que j'ai commencé à faire avec beaucoup de bonheur. Tous les ans, il y a une semaine d'analyse transactionnelle en France. J'y allais régulièrement. Et là, j'ai rencontré Vincent Lénart qui m'a dit, viens. J'ai commencé à faire une formation de coach. Moi, je savais pas ce que c'était parce que pour moi, tout ça, c'était très nébuleux. Ça devait être en 91-92. Je lui ai donc dit que j'allais attendre un an pour mieux me frotter à des cas d'entreprise puisque j'étais déjà un consultant indépendant. Donc j'ai attendu, puis j'ai suivi cette formation chez Vincent Lénart qui m'a beaucoup apporté et qu'en même temps je suis resté sur ma faim sur pas mal d'aspects. Je me posais des tas de questions. Et puis j'ai continué à faire de la formation beaucoup et puis un peu de coaching que j'appelle interlope. Ces coachings bâtards que souvent les débutants font. Ils ont des cas souvent d'ailleurs très difficiles. Et puis bon, ils font à la fois du coaching, de la formation. Ils savent pas trop, bon, parce qu'il faut bien démarrer. Et c'est en 96 que des collègues sont venus me chercher pour fonder la Société française de coaching. On était 12 et j'ai donc co-créé cette société. Et puis ça s'est pas bien passé à la Société française de coaching. Ça me titillait, il y avait des gens qui parlaient du coaching avec des vues qui étaient complètement différentes de ce que moi j'avais appris ou de ce que je pouvais imaginer. Je suis donc parti de la Société française de coaching avec dans l'idée de développer à la fois ce que j'avais pu apprendre chez Lénart et aussi de préciser ce que c'était que ce métier de coach que là je commençais à pratiquer de façon relativement soutenue à partir des années 96-97. Et donc j'ai quitté la Société française de coaching. Et à ce moment-là, par un coup de hasard, j'ai rencontré un éditeur qui m'a demandé de faire un bouquin qu'on a appelé ensuite Le métier de coach. Et dans le même temps, François Souvenet est venu me chercher pour créer la première école de coaching sous son égide. On s'est donc associés. Et ensuite, j'ai démarré et c'est monté pas très très vite. Mon bouquin s'est pas vendu très très bien au début. Puis ensuite, c'est monté en flèche et ça m'a assuré la poursuite de mon métier jusqu'à maintenant d'ailleurs. Oui, parce qu'il a été plein de fois réédité, le métier de coach. Oui. On est à combien d'éditions là ? On est à la 3e édition. Il doit y avoir 40 000 exemplaires à peu près de vendus. Ah oui, je pense que c'est le best-seller en matière de livres de coaching. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils l'ont lu et ça les aide. Ce qui est pour moi l'essentiel, oui. Oui, à la fois c'est structurant et puis c'est vrai qu'il est dans toutes les bibliographies recommandées des écoles. Oui. Quand je vois que l'immense travail que ça suppose d'écrire un livre, c'est une ascèse. Quand on voit que ça donne des fruits, que ça aide les gens, c'est vraiment très gratifiant. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette période où tu t'es formé, où tu as commencé à mettre le pied à l'étrier en tant que coach ? Le pied à l'étrier m'a été mis par Vincent Lénart parce que il a tout de même repris les idées de John Whitmore et le coaching selon lequel on est là pour aider quelqu'un à trouver ses propres solutions. Mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir une connaissance du métier de la personne qu'on accompagne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être expert du métier pratiqué par la personne qu'on accompagne pour pouvoir l'accompagner. Alors ça dépend. C'est parfois pas mal pour créer l'alliance. Je me souviens de quelqu'un, un vieux briscard de 55 ans, 60 ans, qu'on m'avait demandé d'accompagner en coaching. Et le gars était plus que réticent parce que il trouvait ça que c'était psycho. Il arrive dans mon cabinet, je commence à lui poser des questions, et puis il était très très réticent. Bon, et puis à un moment donné, je lui demande de parler de son métier, et puis il me parle de ses spécialités en béton. Je lui dis, mais vous savez, moi j'ai construit un grand réservoir de 80 000 mètres cubes en béton. Il me regarde avec des yeux ronds, il me dit, c'est pas possible. Alors j'ai été chercher la photo du réservoir en construction, et là, ça a changé du tout au tout, parce que le fait que j'ai conçu un tel ouvrage, tout de suite j'ai gagné du temps. Ça peut parfois, comme ça, par des coups de chance, être un atout. Donc, quand il y a quelqu'un qui est un peu réticent, c'est vrai que si on est expert, ça peut aider. Mais dans la plupart du temps, c'est vrai que plutôt que d'être expert dans le métier du client, il faut comprendre très vite de quoi il s'agit. Oh bah tiens, une autre histoire là-dessus, c'est que un jour, j'ai été emmené faire une cohésion d'équipe en Normandie chez un inséminateur artificiel. Et moi, je savais pas comment ça marchait. On était à dîner, il me dit, qu'est-ce que vous connaissez? Bon, je dis, je connais rien. Mais je lui dis, j'improvise. Et moi, je lui pose tout de suite une question, et je lui dis, mais comment ça marche? Comment on fait? C'était drôle parce qu'il était très très gêné. Et il avait du mal à me dire que les gens prenaient les paillettes et puis qu'ils les mettaient à l'endroit qu'il fallait, qu'ils introduisaient leurs bras dans la vache. Et ça s'est très bien passé avec l'équipe parce que j'étais humble. Quand on connaît pas, faut être humble. Mais faut comprendre vite, c'est tout de même une qualité. Et comment es-tu devenu superviseur? C'est venu plus tard? Pas beaucoup plus tard, c'est-à-dire que j'ai été supervisé pendant d'assez nombreuses années par un homme que je continue à estimer énormément, qui s'appelle Gilles Pellerin, qui un jour
Je sais pas comment on en est venu à parler de supervision. Je lui ai demandé, il m'a dit, écoute, tu vas faire des supervisions devant moi et puis je vais t'adouber. C'est donc ce que nous avons fait et il m'a dit, tu peux commencer la supervision. Cette façon de donner à quelqu'un le droit de superviser, cette formule d'adoubement, c'est celle que je continue à faire. Je l'ai encore fait récemment. Là, j'ai adoubé une personne. Moi, je trouve que c'est la meilleure des façons. Je trouve que c'est meilleur qu'une école. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, tu as été présent pendant pas mal d'années à ses côtés, c'est ça? Et à un moment donné, il t'a dit « Je sens que tu es prêt ». Oui, c'est ça. Il m'a dit « Tu es prêt, tu peux y aller ». Et comme c'est quelqu'un qui était très solide, moi je l'ai cru, et puis j'y suis allé, puis ça a bien marché. C'est quoi la différence fondamentale entre la posture du coach et la posture du superviseur? Le superviseur, il a un regard plus global sur la situation. Il s'attache essentiellement, non pas au problème du client, mais au problème du coach. Ce matin, j'avais ici un groupe de supervision et je me dis comment ça se fait que le coach qui est supposé être compétent, comment ça se fait qu'il bloque sur tel problème? Qu'est-ce qu'il y a chez lui qui bloque? Donc ça, c'est une attitude qui est peut-être un peu différente de celle du coach. Il y a aussi autre chose, c'est que le superviseur, pour moi, doit être un grand expert du coaching. Et donc le superviseur, il a besoin de pouvoir accompagner la personne dans l'ensemble des domaines, soit le domaine personnel, relationnel, enfin les 4 crans du curseur que j'indique dans mon livre. Donc il a besoin d'avoir une gamme assez étendue. Il doit aussi avoir une conscience, une attention extrêmement fine à tout ce qui est processus parallèle. J'en ai encore eu un ce matin. Le coach, il amène en supervision ce qu'il ne sait pas faire. Et en fait, il s'adresse au superviseur. Sa grande question, c'est comment tu ferais toi? Et donc, ça introduit un processus parallèle qu'il s'agit de détecter et de résoudre par un autre processus parallèle, mais en sens inverse, pour qu'il trouve les solutions. Quand on parle de supervision, pour moi, il y a la supervision en général, où il y a une attitude de superviseur, d'écoute, d'élargissement, tout un tas de choses. Et puis, il y a la supervision de coach qui a ses spécificités, qui n'est pas la même. L'une des notions, c'est qu'effectivement, il soit très compétent en coaching, pour moi. Donc, pas un superviseur après 2 ans de coaching? Non, complètement, c'est pas possible. Il faut avoir bourlingué un petit peu, avoir travaillé, accompagné. Alors c'est bien aussi quand on a des cheveux blancs, parce que ça aide au niveau de la projection, parce qu'il y a toujours des effets de transfert, évidemment. Donc quand on est un peu plus âgé, qu'on a une carrière qui est reconnue par tout le monde, c'est vrai que ça introduit un effet de transfert qui aide, enfin qu'il faut savoir gérer aussi. Alors dis-moi, il y a une question que j'ai oublié de te poser. Qu'est-ce qui était en germe selon toi dans tes premières années de carrière de ton futur métier de coach et de superviseur? Est-ce que tu avais déjà identifié une appétence pour l'humain, pour peut-être fluidifier les relations entre les individus, les équipes? Non, pas spécialement. J'étais très attentif à l'aspect humain dans les relations. Et je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, y compris chez Gaz de France, qui était pourtant une très bonne boîte et très humaine. Mais moi, je n'avais pas d'appétence, et donc j'essayais de faire mon métier de manager le mieux possible, à côté de mon métier technique. Mais avec le recul, je réalise aussi que je manquais cruellement de certaines méthodes, de la compréhension des processus humains, des processus de groupe. Mais je n'avais pas du tout l'idée que j'allais ensuite me centrer sur d'autres métiers plus proches de l'humain. En tout cas, tu avais identifié des difficultés auxquelles tu n'avais pas les réponses adéquates. Oui. C'était plus un constat d'un manque. C'était plus un constat et c'était relatif à mon métier de manager, où je me disais, mais comment ça se fait? Ou quand je voyais des réunions qui s'éternisaient, quand je voyais un patron qui avait une attitude étrange par rapport à ses troupes, comment ça se fait que des gens intelligents comme ça se plantent de cette façon? Donc je me posais pas mal de questions. Et ce que j'ai appris ensuite comme processus de groupe, beaucoup avec l'analyse transactionnelle, m'a aidé bien sûr à poser un regard sur ce que j'avais vécu dans la première partie de ma carrière. Mais alors par contre, un point qui est important, c'est que j'avais pas donc l'idée dans mes années que j'ai passées au Gaz de France, je n'avais pas l'idée que ça allait m'aider pour la suite, puisque je connaissais pas la suite. Mais par contre, dans la suite, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire d'une part des formations, mais surtout du coaching, il est clair que mon métier précédent m'a considérablement aidé. Parce que l'expérience que j'avais de l'entreprise, du terrain, on peut pas me raconter de bêtises sur les entreprises, surtout les grandes entreprises. Donc ça se voit, le client voit que je connais. Donc ça m'a considérablement aidé. Ça donne des clés de compréhension? Oui, et aussi d'autorité. Quand je pose des questions ou quand je parle, ça confère une certaine autorité par rapport au client.
Alors en guise d'intermède à notre entretien, je te propose un quiz décalé pour lequel je vais t'inviter à tirer au hasard des petits papiers sur lesquels il y a écrit des chiffres qui correspondent à des questions que tu vas découvrir. 23. Alors comment les coachs peuvent améliorer leur pratique selon toi ? Est-ce qu'il est préférable de se former régulièrement ou se faire superviser ou les deux ? Alors prenons un coach qui sort d'école. L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui vient d'être reçu sans permis de conduire. Il sait conduire, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc, la plupart des coachs que je connais, soit pendant leur formation, soit beaucoup après, dans les années qui suivent, se forment à une approche plus spécifique, comme l'analyse transactionnelle, la PNL, l'élément humain. Moi, de mon côté, j'ai continué toujours et encore un peu maintenant à me former à l'analyse transactionnelle parce que je préfère avoir une théorie solide puis avoir une teinture des autres, bien sûr. Mais je me suis formé à l'analyse transactionnelle de façon soutenue. Ensuite, à la process communication, qui est un modèle que j'aime beaucoup, un modèle de diagnostic qui m'a beaucoup aidé, qui continue à beaucoup m'aider. Et puis peut-être en rester là, parce qu'ensuite je me suis posé la question, est-ce que je vais encore me former ? Même là maintenant, j'entends tous les gens parler de l'élément humain. Je me dis, ça serait peut-être intéressant que je me forme. Ou la communication non violente. Est-ce que ça serait intéressant que je me forme ? Mais j'ai conclu que non, parce que au bout d'un certain temps, je préfère approfondir mon approche, en particulier les limites de l'approche que j'ai, et puis avoir une connaissance un peu globale des autres, mais sans m'y former de façon spécifique. Donc il y a ça qui je trouve est très utile parce que ça complète tout de même les formations au coaching qui sont des formations générales sur la posture de coach, ce que c'est que le métier de coach, les qualités. Donc ça complète tout de même pas mal. Et c'est vrai que la progression importante se fait par la supervision. Dès qu'on est jeune coach, ce qui pose problème aux jeunes coachs d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous pour faire les supervisions. Mais en même temps, dès qu'on commence à exercer le métier, c'est vrai que c'est bien d'avoir un superviseur et de choisir un superviseur qui tienne la route. C'est beaucoup comme ça qu'on apprend. L'autre jour, j'ai refusé d'accompagner quelqu'un qui était trop jeune et je lui ai dit, tu t'es pas pris assez de gamelles encore. Ça serait bien que tu fasses un peu plus le métier et puis que, à ce moment-là, je pourrais t'accompagner. Donc voilà, moi je trouve que c'est beaucoup par la supervision. Mais je t'invite à tirer un autre petit papier. 28. Alors est-ce que tu as un rituel avant de commencer une séance de coaching ou de supervision ? Oh ben oui, très clairement, le rituel, je me prépare, mettons, un quart d'heure avant. Je relis les notes que j'ai prises. Comme je suis diabétique, je prends une collation si besoin pour pas être en baisse de tonus pendant l'entretien. Je m'assieds dans mon fauteuil, je regarde les petits oiseaux, je me détends. Je me mets souvent dans le fauteuil du coach ou du coach si c'est une supervision. Ça, c'est mes petits rituels. Et je m'habille bien. C'est-à-dire que je mets des couleurs assorties pour que je me sente beau. Et je trouve que c'est à la fois un respect pour le client et puis pour moi, je me sens bien. Ensuite, quand il arrive, je m'assieds et je me tiens plus droit que je me tiens d'habitude, avec les pieds bien au sol. Je vois un petit sourire sur ton visage. Il y a quelque chose qui te met un peu en joie Oui. de partager ça. Mais ça me met en joie parce que je rigole beaucoup pendant mes séances. Pas tous les moments, bien sûr, mais je sais plus quel thérapeute disait qu'une séance de thérapie sans rire n'était pas une bonne séance, mais je le crois vraiment. Donc j'aime bien rire et c'est une séance, c'est passionnant. Il y a de l'inattendu, on pose une question, on reçoit une réponse qu'on n'attendait pas. Donc faut ajuster. C'est un métier que je trouve extrêmement complexe et complet. On travaille dans des tas de domaines, depuis la structure du client jusqu'à son niveau personnel. Donc rapidement, il faut naviguer dans différents registres. Je me souviens d'un client que j'ai eu chez EDF, donc un garçon extrêmement brillant, responsable d'un projet très très important. Et en même temps, c'était un philosophe, c'était un sage. En une séance, on pouvait passer d'un problème qu'il avait avec sa compagne et qui impactait sa vie professionnelle à son comité de direction dans lequel il avait des fois un peu de mal à parler. Donc on naviguait dans plusieurs registres et très rapidement. Tu veux bien tirer un autre petit papier ? 24. Le plaisir dans le coaching, c'est quoi pour toi ? Indéniablement, il y a un plaisir intellectuel.
Normalement, entre guillemets, je devrais dire que mon grand plaisir, ma grande joie, c'est quand le coaché avance. Oui, bien sûr, je suis content quand il avance et c'est une très grande satisfaction. Mais il y a un plaisir intellectuel parce que après avoir appris, intégré des tas de modèles, il y a tout ça qui danse dans ma tête au moment de la séance. Et puis, à un moment donné, je me dis, ah, c'est ça. Je choisis donc un angle d'attaque au risque de me tromper. Et je vais proposer qu'on travaille sur sa méconnaissance. Donc à ce moment-là, je prends la grille des méconnaissances, ou bien je dis, il a un problème de signe de reconnaissance, ou un problème de position de vie, je prends des outils de latte, là. Et donc, il y a le choix stratégique à un moment donné, parmi tous les modèles. Et il y a aussi, dans le plaisir, pas seulement intellectuel, mais il y a aussi de mélanger toutes ces grilles avec ce que je ressens, mes émotions. Et donc, il y a tout ça qui fait un espèce de creuset, il y a tout ça qui se fond. Et puis, à un moment donné, je vais en sortir une sorte d'axe stratégique par rapport au client. Parce qu'on peut pas tout faire avec un client, on peut pas tout explorer. Il y a un élément important que tu viens de dire en sous-jacent, c'est que un des outils importants du coach, c'est lui-même, c'est son corps. Tout à fait, oui. Ce matin, c'était typique en séance de supervision. Il était là, il racontait son histoire, je comprenais pas ce qu'il me disait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que c'est moi qui suis fatigué? Pourquoi je ne comprends pas? Et j'ai compris qu'il y avait un processus parallèle. C'est-à-dire que lui-même, il présentait les choses d'une façon assez complexe. Donc, il fallait que moi, je simplifie. Et que par ma modélisation, je l'entraîne lui aussi à simplifier ce qu'il allait ensuite faire avec son client. Alors je parle du plaisir intellectuel, mais c'est plus qu'intellectuel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait tous ces éléments qui sont à la fois de ma personne, des modèles théoriques, de mon expérience, de mon intuition, qui se mélangent. Et pour pouvoir discerner entre tout ça, oui, il y a une espèce de plaisir, oui. Oui, c'est jubilatoire. Oui, c'est jubilatoire, oui. Est-ce que tu veux bien tirer un autre petit papier? 1. As-tu déjà considéré que tu avais raté une de tes séances de coaching et ou de supervision et quelle en a été la raison? Oui, ça m'est arrivé. D'expérience, c'est tout de même assez rare. Déjà, qu'est-ce que c'est rater une séance? Si rater une séance, c'est le fait que le coaché n'avance pas, ça m'est arrivé, que le coaché n'avance pas et que j'ai très bien fait mon travail. Donc ça, c'est à voir avec mon superviseur pour m'assurer que j'ai bien fait mon travail. Mais je suis pas tout puissant. Des fois, il veut pas avancer ou c'est pas le moment. Ça peut m'arriver de faire des bourdes, mais des grosses bourdes, je pense que maintenant, c'est assez rare. Mais même une ancienne, hein? Oui, même des anciennes. Ah oui. C'était une dame qui travaillait dans l'industrie agroalimentaire. Elle avait vraiment un problème de gestion du temps. Elle n'arrivait pas à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Problème classique. Pour le bilan, on était parti marcher, parce que des fois, je vais marcher dans le parc. Et moi, je me rendais bien compte qu'elle n'avait pas résolu son problème. Et elle aussi m'a dit, j'ai pas avancé. Et on était tristes tous les deux. Et franchement, je crois que j'avais fait du bon travail. Mais elle n'avait pas trouvé le truc. Alors, est-ce que j'avais vraiment fait du bon travail? Je sais pas. Je l'ai revue après. Elle m'a dit, oui, mais j'étais pas encore tout à fait mûr pour faire des choix. Je me souviens de ce cas où je me suis planté. Quelle en a été la raison? Est-ce que tu arrives à identifier ce qui s'est joué à cet endroit-là? Même en supervision, ça t'a pas aidé? Non, j'ai pas trouvé. Et t'as pas un autre exemple de vrai plantage? J'ai eu un vrai plantage avec quelqu'un qui a refusé de me payer. Ah. Heureusement que je soigne mes contrats quand je démarre, parce qu'il a été relativement vindicatif à la fin. Non, je veux pas te payer parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Au début, il avait des questions assez existentielles. Je lui ai dit, moi, je suis pas un guide existentiel. Moi, je peux t'accompagner pour ceci et cela. Donc, on avait passé contrat sur ceci et cela, mais pas sur le coaching existentiel. Maintenant, je l'accompagnerai parce que je pense être taillé pour traiter ça. Mais on a eu une séance extrêmement difficile. Est-ce que c'est un échec? Je sais pas. Il a fini par me payer tout de même. Il a vraiment fallu que j'insiste pour qu'on se revoie, pour qu'il vienne. Ça, c'était très désagréable. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui. C'est que je n'avais pas précisé de façon suffisamment forte le contrat de départ au niveau de la séance de bilan, que quand on s'arrête, il y a une séance de bilan qui est payante et qui est obligatoire et qui fait partie du processus. Je l'avais dit, mais je l'avais pas précisé aussi nettement que je te le dis en ce moment. Le cadre n'était pas écrit, c'est ça? Non, le cadre n'était pas écrit. C'est un grand classique, ça, hein? Oui, c'est un grand classique. Bon, c'est une erreur. Qu'on fait une fois. Bon, qu'on fait une fois, mais qu'on fait pas deux. Tu veux bien tirer un autre petit papier? 14. Si tu devais changer de carrière, quelle serait ta reconversion? Oh, attends, à 75 ans, je vais pas changer de carrière. Il n'y a pas d'âge.
Il n'y a pas d'âge, non, mais tout de même, pour changer de carrière, c'est la décennie de la dernière chance, comme dit Gaël Chély, c'est dans son bouquin Passage. Pour changer vraiment de carrière, c'est entre 45 et 55 ans. Après, tout de même, ça demande un tel investissement de changer vraiment de carrière. Par contre, j'ai tout de même 3 grands axes actuellement qui m'occupent, non pas à part égale au niveau du temps, mais c'est pas loin. Il y a l'écriture, parce que je continue à écrire. Il y a la sculpture. Et puis, il y a les contes que je rêve de développer plus. Donc, j'ai ces 3 axes, avec un axe majeur qui est là-dedans, qui est de centrer tout ça sur une certaine spiritualité. On parle plus de carrière à 75 ans, c'est plutôt à quoi je passe mon temps, qu'est-ce que je choisis ou qu'est-ce que je laisse la vie choisir pour moi en lui faisant confiance. Ok. Tu viens tirer un autre petit papier ? 31. Quand est-ce que pour la première fois tu t'es dit que tu étais un bon coach ou un bon superviseur ? Est-ce que tu te souviens de cette séance où tu t'es dit là j'ai été bon ? Je me souviens pas d'une séance particulière. Au début, j'étais assez perfectionniste. Et puis bon, j'avais beaucoup de modèles en tête. Ça s'est fait progressivement. Et j'ai trouvé mon style petit à petit. Style personnel qui est un style très sautillant. C'est-à-dire que je passe là, puis je pose là, puis je pose une question, et puis j'écoute, jusqu'à ce que je trouve le fil directeur. Donc j'ai mis du temps à trouver ce style. Pour faire une transition, je te propose une question musicale. Donc 31, 32 ou 33, quelle est ta préférence ? 33. Alors écoutons un extrait d'un film que tu as décidé d'utiliser comme intermède à notre entretien. I know how to undress me. Yeah, baby. I want to be your fantasy. Well, maybe you could be mine. You just leave it all up to me. Ah. Vous n'aimez pas Prince? Je l'aime plus que ma vie. Ça vous arrive de me frapper? Viviane, j'ai une proposition de travail à vous faire. Qu'est-ce que vous voulez? Je reste ici jusqu'à dimanche, j'aimerais que vous passiez la semaine avec moi. Sérieux? Oui. J'aimerais vous engager comme employé. Accepteriez-vous de passer la semaine avec moi? Je vous paierai pour être à ma disposition nuit et jour. J'adorerais être à votre disposition nuit et jour, mais vous êtes très riche, joli garçon. Vous pourriez avoir les filles à l'œil. Je veux une professionnelle. Je ne suis pas satisfait de celles qui font ça en amateur. Si vous voulez du 24 heures sur 24, ça va vous coûter cher. Oh, ça y est, c'est reparti. Très bien, allons-y. Bon, à peu près, ça va chercher dans les combien? 6 nuits complètes, avec les jours. 4000. 6 nuits à 300, ça fait $1800. Vous oubliez qu'il y a les jours? Alors, 2000. 3000. Adjugé. Oh la vache! Viviane? Viviane, ça veut dire oui? Oui. Oui. Je m'absente presque toute la journée. Achetez-vous des vêtements. Vous devriez vous mettre au traveler check. Il se peut que nous sortions le soir, il faudra vous habiller. Et comment? Quelque chose de pas trop voyant, ni trop sexy. C'est classique, vous voyez? Ringard. Élégant. D'autres questions? Je peux vous appeler Eddie? Pas si vous voulez que je réponde. J'étais prête à rester pour 2000. J'étais prêt à payer 4. Au revoir, ce soir. Beaubrun, je vais tellement vous bichonner que vous aurez plus jamais envie de me laisser repartir. C'est 3000 pour 6 jours. Et ensuite, je vous laisserai repartir. Mais pour l'instant, je suis là. Alors il s'agit d'un extrait du film américain Pretty Woman du réalisateur Gary Marshall, sorti en 1990. Cette scène culte se déroule dans une salle de bain où la péripatéticienne incarnée par Julia Roberts négocie le salaire de ses prestations avec l'homme d'affaires richissime incarné par Richard Gere. Pourquoi ce choix, François ? C'est une scène extrêmement drôle. Julia Roberts, c'est vrai qu'elle est craquante. Alors c'est pas parce qu'elle est toute nue dans son bain.
On sent bien qu'en même temps, il y a un amour qui naît et puis en même temps, ils défendent pied à pied dans leurs négociations. Et je me suis souvent servi de cette scène pour expliciter la négociation qui est en train de se jouer. Et à cette réplique finale où chacun dévoile ses marges de manœuvre après. Donc c'est une scène que je trouve pétillante au niveau d'une relation. Je trouve que c'est un beau modèle de belle scène relationnelle où il y a un peu tout à la fois. Dans la relation, dans l'émotion, en même temps dans la vérité, mais en même temps dans le jeu et dans l'humour. C'est savoir que l'autre a ses enjeux, qu'il réfléchit de son côté, que moi je réfléchis de mon côté, qu'on a chacun nos marges et que on va jouer avec l'autre, qu'on dit pas toute la vérité, c'est pas possible. Je prends le parallèle avec le coaching. Si on lit le très beau livre « Mensonges sur le divan » d'Irvin Yalom, Irvin Yalom fait dire à son héros, la plupart des clients mentent à leur thérapeute. Et nous, on imagine mal que nos clients nous mentent. Et pourtant, je suis sûr que nos clients, peut-être pas nous mentent, mais qu'ils ne disent pas toute la vérité. J'en suis convaincu si je réfléchis un peu. Mais nous sommes de grands naïfs. Donc finalement, ils nous disent ce qu'ils veulent. Alors heureusement, il y a des astuces pour voir si un coaché ment vraiment ou pas. Donc des astuces sur le processus. C'est ça qui se passe dans une négociation et ça colore la relation. On négocie tout le temps. Les gens qui fonctionnent bien, c'est des gens qui négocient tout le temps, y compris avec leurs proches. Donc c'est le signe d'une bonne santé quand les deux négocient et défendent leur beefsteak, avec la volonté à la fois de défendre leur beefsteak et puis en même temps d'aider l'autre. Il y a les deux en même temps. Et de préserver la relation. Et de préserver la relation. Tu disais à l'instant que tu as souvent utilisé cette scène, c'est-à-dire que tu l'as utilisée de manière pédagogique. Oui. Dans mes formations à la négociation. C'était pour expliquer que dans une relation de négociation, d'une part, il n'y a pas toujours de gagnant-gagnant. Donc chacun, il peut pas gagner tout ce qu'il voulait, mais en même temps, il atteint son objectif. Et puis en même temps, la relation doit être sauvegardée. Donc j'expliquais ça au niveau pédagogique. Et comment réagissaient les participants à tes stages ? Donc ils aimaient bien parce que souvent les gens qui entament les négociations, en surface, ils disent on va jouer gagnant-gagnant. Et puis en fait, mon œil, ce qu'ils cherchent, c'est à coincer l'autre, avoir la plus grosse part. Et l'aspect relationnel, quoi qu'ils en disent, passe souvent au second plan. Et c'est donc de leur faire comprendre que dans une négociation, l'atteinte de l'objectif est tout à fait compatible avec la survie, voire l'augmentation de la santé de la relation. Et souvent, les gens ont du mal à comprendre ça. Alors, nous allons reprendre le cours de l'entretien plus classique. J'ai relu le métier de coach et pour moi, effectivement, c'est quand même la bible des livres de coaching dont la première édition a une 20aine d'années. Tu avais imaginé que ce livre aurait le destin qu'il a eu ? Non, pas du tout. Je savais que c'était un bon gros livre. Mon éditeur m'avait dit « c'est bien, ça devrait marcher », mais je pensais que ça allait intéresser seulement les coachs confirmés. C'est même un livre où il y a des tas de trucs, donc je me suis dit, il y a seulement les coachs qui ont une grosse expérience, etc. Même si des fois je m'adresse aux coachs débutants, puis c'est tout de même un livre, bon, il faut se le fader, quoi. Il y a tellement de trucs dedans, donc j'avais pas du tout idée que ça allait réussir. Et au début, quand j'ai commencé à le présenter, d'ailleurs, il n'a pas soulevé les foules, hein. Mais ce livre est arrivé à point nommé pour l'état du coaching en France. Parce que si on fait un peu d'histoire, bien sûr, il y avait eu d'autres livres sur le coaching, de Cardon, de Lennart. Mais le métier manquait cruellement de structure et de définition. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse relation de coaching ? Qu'est-ce que ça comprend ? Et qu'est-ce que c'est les méthodes et outils qu'on a besoin d'intégrer pour être un coach digne de ce nom ? Donc les gens manquaient de structure. D'un côté, il y avait les coachs psychanalytiques qui avaient une vision de la séance de coaching comme une mini-séance de psychanalyse. De l'autre, il y avait les analyses transactionnelles qui étaient très contractuelles. Et moi, je me disais, mais alors qu'est-ce que c'est la vérité ? Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait une bonne structure ? Et le métier avait besoin de structure. Et il continue d'avoir besoin de structure. Et c'est peut-être pour ça que mon bouquin continue à se vendre. Parce que les coachs ont besoin de quelque chose qui les guide. Oui, ça pose les fondations du métier. Absolument. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est spécifique au métier de coach, François ? Il y a 20 ans, on était avec une définition relativement claire du coaching. Le coaching, c'est un métier dans lequel on aide quelqu'un à trouver ses propres solutions. Mais maintenant, on interroge quelqu'un dans la rue, ou un ami ou autre, on lui demande qu'est-ce que c'est que le coaching.
il va avoir des réponses très diverses. Et les gens qui se disent coach, ça éclate dans tous les sens. Alors, il y a le coach que moi j'appelle maïotique. Donc là, on aide quelqu'un à trouver ses propres solutions avec quelque chose qui ressemble à la maïotique de Socrate, même si Socrate n'en faisait pas vraiment. Bon, mais on va pas parler de ça. Il y a des gens qui continuent à fonctionner comme ça pour le coaching en entreprise, mais aussi dans d'autres domaines. Puis il y a le coaching sportif. C'est tout de même le coaching, le mot coach. Il est arrivé avec Aimé Jacquet et la Coupe du Monde de 98. Donc il y a le coach sportif. Et puis, il y a le coach d'expertise maintenant. Il y a 3 ans, j'ai fait appel à un coach d'habillement. Une dame belge qui m'a fait un boulot super. C'est une dame qui est compétente en habillement. Et elle me donnait son avis. Et je lui demandais son avis. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me veut pas? Et c'est quelqu'un qui avait une expertise. Elle se dit coach d'habillement. Et donc, il y a toute une catégorie de personnes qui font un peu notre métier parce qu'ils nous demandent tout de même si ça correspond à notre désir, à notre goût, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Mais en même temps, ils ont aussi une expertise. Donc maintenant, on parle de coach de coiffure, de coach d'habillement, de coach de ceci, de coach de cela. Et c'est ça qui est rentré dans les mœurs. Actuellement, pour la majeure partie des gens, être coach, c'est aider les gens. On a remplacé relation d'aide par coach. L'autre jour, on m'a demandé d'accompagner un groupe pendant 20 minutes pour je sais plus quel exercice. J'étais dans un petit sous-groupe. Bon, on m'a dit, tu seras le coach. Bon, ça veut dire que tu vas veiller à ce que ça se passe bien pendant 20 minutes. Puis maintenant, il y a le coaching de vie aussi. Qu'est-ce que c'est que ce coaching de vie qui frôle la thérapie? Donc, de quelles compétences a besoin un coach? Moi, je peux parler des compétences dont a besoin un coach. J'appelle ça maïotique, parce que c'est le mot le mieux que j'ai trouvé. C'est un mot un peu savant, mais ça correspond tout de même à ça. De quoi a besoin un coach pour aider quelqu'un en entreprise à trouver le plus possible ses solutions? Et nous, dans les formations au coaching que j'ai faites avec François Souven, c'est vrai que quelqu'un qui donnait une solution au client, il avait une mauvaise note. Parce que dans ce type de coaching, normalement, on ne donne pas de solution au client. Donc les qualités pour être un coach maïotique, je sais. Les qualités pour être un coach d'habillement, amoureux, sportif, et peut-être même un coaching de vie, c'est beaucoup plus difficile à définir pour moi. Donc je ne peux pas répondre à ta question au métier de coach. Je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qui est singulier dans la relation de coaching? Ce qui est singulier, ce qui est spécifique, c'est justement ça. C'est d'aider l'autre à trouver sa propre solution. Les thérapeutes pourraient s'offusquer de ça parce qu'ils diraient « nous aussi on fait ça ». Mais c'est tout de même pas tout à fait la même visée parce que un thérapeute, c'est quelqu'un qui va aider le client à modifier ses croyances limitantes. Le coaching, c'est pas tout à fait ça tout de même. Le coaching, c'est tout de même aider quelqu'un à arriver à ses objectifs qu'il s'est fixés au départ. C'est ça, pour moi, la spécificité du coaching maïotique. Alors, quelles sont les qualités d'un bon coach professionnel, selon toi? François Souven a une formule que je trouve pas mal. Il dit un bon coach, il est sincère, crédible et cool. Et j'aime bien. Mais il y a d'autres aspects au niveau des qualités. Je pense que c'est quelqu'un qui a intégré suffisamment de modèles théoriques, en particulier ce que c'est qu'un processus. Il les a intégrés, c'est-à-dire qu'il les a mêlés à sa pratique. Il a vérifié la pertinence de ses schémas mentaux par rapport à sa pratique. Il a aussi une connaissance. J'insiste là-dessus parce que vraiment le fait de la connaissance et souvent le fait d'avoir des méthodes, ça a été souvent décrié dans le monde du coaching. Et moi je m'élève contre cela parce que je trouve que quand on possède un bon modèle pertinent dont on connaît les limites, c'est tout de même extrêmement aidant. Mais pour ça, il faut bosser, bosser et encore bosser pour arriver à intégrer et à avoir l'idée du recours au modèle en séance de coaching à tel moment parce que le client dit ça. Et donc ça nécessite énormément de travail. Il y a tout un courant du coaching que moi j'aime pas trop, je le dis franchement, où on dit que non, c'est juste la posture, c'est l'attitude du coach qui compte. Oui, bien sûr, ça compte beaucoup, on va pas dire le contraire, mais il y a une dimension de compétence et de connaissance qui me semble essentielle pour ce métier. Il faut travailler, travailler, travailler. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu écrire ce bouquin dont tu parlais tout à l'heure ? Et dans les premiers temps, après les séances de coaching, pour 1 heure de coaching, je me passais 3-4 heures à reprendre tous mes modèles, à creuser. Est-ce que c'est ci? Est-ce qu'on pourrait appliquer ça? J'ai un carnet que j'ai encore là, où je faisais le bilan de mes séances. Je mâchais les modèles pour les intégrer. Alors peut-être qu'il y a d'excellents coachs qui n'ont pas ça, je vais pas jeter la pierre, mais ça me navre quand j'entends un coach qui parle d'un cas et qui se pose des questions dessus, alors qu'il y a un modèle théorique connu et évident qui permettrait de répondre. Le gars dit, je connais pas. Non, c'est pas sérieux.
Je suis assez sévère là-dessus et je trouve que la posture seule du coach ne suffit pas. C'est nécessaire mais pas suffisant. Oui, absolument. Est-ce à dire que tu rencontres parfois des coachs que tu trouves insuffisamment formés ou insuffisamment préparés? Ah oui, oui, oui. Carrément. Hein. L'année dernière, j'ai voulu constituer un groupe de juniors. Et donc, j'ai reçu des gens qui sortaient d'école ou qui allaient sortir d'école. Et je me disais, mais c'est pas possible, il y a vraiment des trucs qu'ils ne savent pas. Alors, j'étais peut-être trop sévère. Intimidant peut-être aussi. Peut-être intimidant aussi. Ils n'ont pas brillé, quoi. Non, ils n'ont pas brillé. L'un d'entre eux qui m'a raconté des cracks, alors que je pouvais vérifier. Quelqu'un qui dit, oui, j'ai suivi des formations d'analyse transactionnelle. Je pose la question, je dis, qu'est-ce que c'est qu'un jeu psychologique? Il sait pas. Alors quand je creuse, il me dit, oui, j'ai une sensibilisation, j'ai fait 3 jours d'AT. C'est pas en 3 jours d'AT qu'on connaît tout ça. Mais c'est vrai que je suis juge et parti. Comme j'ai créé avec François Souven et Noël Philippe, on avait créé une école qu'on pensait tout de même assez exigeante. C'est vrai que je suis assez moi-même exigeant par rapport aux écoles de coaching. Donc un peu de déception. Oui, un peu de déception. Alors quelle est l'hygiène d'un coach? Qu'est-ce qui est essentiel pour entretenir sa pratique, vérifier que tout est OK? On a parlé tout à l'heure de la supervision, qui est essentielle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments importants selon toi? Oui, il y a l'hygiène physique. Pour mon propre compte, il y a en particulier l'hygiène de sommeil, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Aujourd'hui, j'avais donc des supervisions. Hier soir, à 9h30, j'étais au lit, parce que je savais que j'avais besoin d'énormément dormir. J'ai eu un week-end fatigant. Il y a prendre en compte mes propres limites, les connaître. Ça se fait aussi avec un travail thérapeutique. Connaître au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, connaître mes limites. Ça, c'est une question d'hygiène. Il y a aussi avoir un recours thérapeutique et un recours de superviseur. Il faut les deux. Le recours thérapeutique, j'appelle recours, c'est avoir quelqu'un qu'on peut appeler quand on a un problème. Bon, c'est pas forcément faire des thérapies toute sa vie, mais quand il y a une question qui peut poser difficulté, c'est avoir quelqu'un vers qui on se tourne. Moi, j'ai besoin de te voir. Ok, à ce moment-là, la personne reçoit. Donc un espace où parler et déposer. C'est ça, un espace de parole où j'ai eu telle difficulté, je comprends pas ce qui se passe, ou bien ça m'a rappelé tel truc, qui est plutôt de l'ordre de la thérapie. Et pareil pour la supervision. Donc les deux, hein. Oui. Ça c'est l'essentiel. Oui. Alors, est-ce que le coach peut parler de son vécu à son client coaché? Parce que ça, c'est une tentation qui est grande parfois, surtout au début. Le jeune coach peut avoir tendance à parler de lui pour asseoir son autorité, pour crédibiliser son discours. Ça, faut tout de même plutôt s'en méfier. Par contre, que le coach parle de lui, moi je trouve que c'est très important. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça peut être utile qu'il parle de lui. Une première raison, c'est quand lui-même a subi, le coach, une épreuve et qu'il n'est pas bien et que le coaché pourrait se méprendre sur l'attitude du coach. Ma sœur venait de décéder d'un cancer et j'ai une cliente qui arrive et qui me parle de quelqu'un qui est atteint du cancer gravement. À ce moment-là, je peux avoir une réaction et est-ce que je vais parler de moi ou pas, de ma vie privée ou pas? Et je le fais si le coaché peut se méprendre. Si la personne me voit froncer des sourcils, elle peut s'imaginer que ce qu'elle dit ne me convient pas ou autre. Alors que si je lui explique que non, c'est moi, parce que j'ai vécu telle épreuve, etc. Donc là, elle s'est dit, bon, ok, c'est le coach qui vit quelque chose de difficile, je comprends son attitude. Et puis, il y a une autre façon de parler de soi qui est modélisante et dire qu'on a vécu telle chose dans telle circonstance et même que la solution qu'on a trouvée, c'est celle-là, ça peut donner des pistes de réflexion pour la coacher. Simplement, si c'est pour se raconter soi, ça n'a pas d'intérêt et donc la frontière peut être subtile. Si c'est pour que ça puisse aider la personne et lui ouvrir d'autres pistes, ça peut être pas mal. Ça m'arrive assez souvent, y compris en supervision, hein, ça oui. Est-ce que le coach sera meilleur s'il a une large expérience professionnelle? Autrement dit, peut-on être un bon coach sans avoir une première partie de carrière? Quand on avait fondé l'Académie du coaching, on avait donné un âge minimal de 35 ans. La plupart avaient tout de même la quarantaine. Imagine par exemple, je sais pas quoi, j'ai 75 ans, j'ai un problème tel que tu soulevais tout à l'heure, changement d'orientation de vie, est-ce que je me lance plus dans la sculpture ou dans l'écriture? Bon. Je vais voir un coach de 27 ans. C'est pas possible, je peux rien transférer sur lui. Il est pas crédible. Alors ça peut arriver qu'il y ait une grande maturité à 25-30 ans. Mais en même temps, tout de même, la maturité, c'est tout de même les gamelles qu'on s'est prises, c'est les difficultés qu'on a eues, c'est aussi le parcours de vie et les succès qu'on a eus. Voir quelqu'un qui, entre guillemets, ne connaît pas encore suffisamment la vie et qui se lance comme coach,
Moi, je trouve que c'est tout de même délicat, surtout si c'est, comme on dit, des coachs de vie. Il faut tout de même, pour faire ce métier, ne serait-ce que pour avoir un peu d'autorité. Autorité, ça veut dire que notre parole compte pour le client. Mais quelqu'un de 25-30 ans, il va pas coacher quelqu'un de 50. Il n'a pas la maturité. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Un jour, j'ai fait des formations, c'était à Brest, je me souviens. Formation de management à des jeunes qui sortaient juste d'école d'ingénieur. Je leur présentais les modèles, ils me disaient oui, alors je leur expliquais la reconnaissance, les niveaux du management, ce que c'est qu'un processus, etc. Ah, intellectuellement, ils comprenaient tout, puis quand ils posaient des questions, c'était pas possible. Ils ne connaissaient pas la vie en entreprise. Et donc, ma formation, elle glissait sur eux. C'est pas parce qu'on connaît les choses au niveau intellectuel que c'est rentré. Je trouve que cette question d'âge est tout de même importante. Tu parlais tout à l'heure de thérapie. Quels sont les sujets principaux sur lesquels le coach doit travailler en espace thérapeutique ? Alors, il y a des éléments, des domaines où il faut qu'ils soient au clair. Je t'en cite quelques-uns. Il y a l'attitude par rapport au pouvoir et aux figures d'autorité que ses clients peuvent avoir. J'ai eu un client qui était professeur au Collège de France. Il m'a impressionné. Il y a la gestion des signes de reconnaissance, celle du coaché, mais aussi les siennes. Est-ce que j'en donne? Est-ce que je manie aisément les signes de reconnaissance? Il y a l'attitude par rapport aux émotions. Est-ce que je suis quelqu'un qui est à l'aise avec mes émotions? Il y a la gestion de mes propres deuils. Où est-ce que j'en suis de mes deuils? Est-ce que j'en ai éprouvé? Comment je les ai gérés? J'en ai d'autres, j'en ai une petite dizaine. L'argent aussi, j'imagine ? Relation à l'argent, bien sûr. Pour quel enjeu? Et puis, il y a bien sûr l'enjeu du coaching. Effectivement, pourquoi est-ce que tu fais ce métier? Est-ce que tu fais ce métier pour l'argent? Et j'ai rien contre, hein. Simplement, il s'agit d'en être conscient et des dérives possibles. Est-ce que tu fais son métier pour influencer un client? Là aussi, ça peut être louable, mais en même temps, il faut voir les limites. Ou pour nourrir ton sauveur aussi ? Oui, tout à fait. Il y a des enjeux parfois subtils. J'ai un peu honte de l'avouer, mais moi, l'un des enjeux que j'ai eu pendant longtemps pour faire ce métier, c'est que j'avais plein de cas et que ça me permettait d'étoffer mes bouquins. Donc c'est un enjeu qui n'est pas très louable. Mais ensuite, bien sûr, j'ai travesti les noms, les situations. Oui, ça venait irriguer ta réflexion. Et ça irrigue, et comme c'est un métier qui est très complet, très complexe, mon enjeu, c'est que j'aime bien le complexe, j'aime bien mélanger des choses qui sont pas de même nature, donc ça me stimule intellectuellement. C'était aussi ça, l'un de mes enjeux de coaching. Donc il faut être très au clair, et ça se fait avec un thérapeute en travail thérapeutique, parce que ça peut rejoindre des blessures d'enfance. Et alors, est-ce que la supervision pourrait suffire ou remplacer ce travail sur soi ? Non, je crois pas, parce que le travail sur soi, il doit être poursuivi ou commencé au moment de la formation. On exigeait ça, et on le vérifiait, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles de coaching. Donc on vérifiait qu'effectivement la personne faisait un travail thérapeutique. En parallèle ? En parallèle, oui. Et ça doit être poursuivi, le cas échéant. La supervision, elle est en majeure partie pour travailler des cas. Moi, je fais pas de thérapie pendant mes supervisions. Je peux indiquer des pistes aux coachs que je supervise. Je leur dis d'aller voir leur thérapeute, puisque je sais qu'ils en ont un. C'est une des conditions pour que je supervise. Alors, il y a un élément, en fait, qui est un peu en sous-jacent dans l'interview, c'est que entre théorie et pratique, où placer le coaching ? Mais oui, c'est les deux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a intégré un certain nombre de représentations théoriques, des concepts dans la tête, une façon de voir les choses qu'il a pratiquées, qu'il a intégrées, dont il connaît la pertinence et les limites aussi. Mais ça va aussi avec l'attention à ne pas tomber dans la toute-puissance, finalement. Absolument, c'est exactement ça. En quoi la philosophie est une ressource importante pour le coach ? Alors moi, je trouve que c'est une ressource, mais j'ai commencé l'étude de la philo en autodidacte il y a 15 ans maintenant. Je pense que j'ai une assez bonne connaissance. J'ai appris la philo en la reliant à mes centres d'intérêt, y compris professionnels. Et ça m'arrive de relier la problématique qu'on me présente à une approche philosophique. Je donne l'exemple, il n'est pas très vieux, j'avais quelqu'un en supervision avec un client qui devait faire un choix majeur entre deux options qui lui plaisaient également. Je parle de certaines méthodes que je connaissais, mais je lui dis surtout, le client va avoir du mal parce qu'il va éprouver l'angoisse fondamentale de liberté que décrit Sartre. À ce moment-là, je peux mentionner brièvement ce que c'est que l'approche de la liberté chez Sartre. Et ça peut être extrêmement aidant. Les approches d'un philosophe peuvent aider. Alors, moi, je ne les ai pas tous appris, les philosophes, parce que ça sert à rien.
Mais il y a quelques grands philosophes, Saint-Augustin, Bergson, Sartre, dont j'ai étudié certains passages pour qu'ils soient applicables au niveau professionnel. Ça apporte un éclairage? Oui, ça apporte un éclairage. Alors ça dépend de la sensibilité, parce qu'il y a des clients qui sont plus ou moins intéressés par la philosophie. Mais il y en a qui sont très très intéressés par cet aspect des choses, et que je puisse leur donner une référence, c'est intéressant. Alors, quels sont les risques et dérives du coaching, selon toi? Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a les prix qui baissent. Et donc, il y a deux types de coaching maintenant qui se pratiquent grosso modo au niveau des prix. Il y a les prix en entreprise, où il va y avoir des tarifs, même pour un débutant, 250, 300, 350, voire plus. Et puis, il y a les autres coaching d'habillement, le coaching de ceci, le coaching de cela, y compris le coaching de vie, qui sont du 80 € ou 100 €, parfois moins. Donc, il y a une apparition des tarifs de coaching qui est assez variable. Donc ça, c'est une évolution. Je dirais pas qu'elle m'inquiète. Les entreprises cherchent à tirer les prix, c'est normal. Les coachs se défendent et les bons peuvent se défendre bien. Je serais désolé si le coaching devenait une espèce de métier bâtard où on se dit, il suffit de bien écouter. Ce métier de coach qui, je trouve, est extrêmement exigeant, j'aimerais pas qu'il soit tiré à la baisse. Je connais des écoles de coaching, par exemple, où la nécessité du travail thérapeutique n'est pas évoquée. Donc des gens sont balancés, ils n'y connaissent rien sur eux-mêmes. On leur dit non, on va vous apprendre la posture. Moi, ça me renverse. Ça, c'est tirer le métier vers le bas. Quand un coach, je sais pas ce que c'est qu'un processus, mais moi, les cheveux se dressent sur ma tête. Et compte tenu de la concurrence des écoles de coaching et des prix, on voit des gens qui sont formés au coaching pour 3 000 €. Alors, ils disent, oui, mais c'est cher. Mais en même temps, il fait un coaching en entreprise, il va demander 5 000 €, 6 000 € pour son coaching. Ça veut dire qu'une formation de qualité à 10 000, 15 000 €, elle va être remboursée en 3 coachings. Donc quand les gens ils mégotent sur 500 000 €, je me dis mais ils sont pas au courant de ce que c'est que le métier. Qu'il y ait des formations chères, moi ça me gêne pas du tout. Et quand je vois un coach qui fait une formation à 3 000 € et qui va se lancer comme coach sur le marché, moi je me dis qu'est-ce qu'il va avoir comme client? Il va faire payer 80, 100 €, il va galérer et puis surtout il risque de faire du mauvais travail. Ce qui est en sous-jacent, c'est que pour beaucoup, c'est un Eldorado. Mais oui, il s'est dit je vais gagner ma vie comme ça. Surtout qu'après la formation, il faut du temps pour s'installer. Ah, il faut quelques années, oui, je te confirme. Alors à présent, écoutons une synthèse de l'interview que j'ai réalisée à ta demande il y a quelques jours. Parcours de coach. Claire Baron, bonjour. Bonjour David. Est-ce que tu peux nous partager ce qui t'a conduit à te former au coaching? C'était en 2009. À cette époque-là, j'étais directrice artistique pour l'UCPA et je commençais à me poser des questions sur le sens de ma vie. Et puis, j'ai eu un accident de vie personnelle qui a fait que j'ai eu besoin d'aide. À l'époque, j'étais maman de 2 jeunes enfants et je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie devant un coach. Ce coach faisait de coaching professionnel et de la relation d'aide. J'avais besoin d'aller vite mieux et je me sentais pas partir sur de la thérapie longue. Ce qu'il a fait avec moi, ça a été tellement incroyable et tellement fort qu'au bout de quelques semaines, je me suis dit mais je veux faire ça. Il a changé de casquette et on a fait un bilan de carrière et puis au bout de quelques semaines, j'avais pris la décision de changer de vie. Donc en fait, tu as expérimenté un coaching qui t'a été profitable et du coup, tu as eu envie de devenir toi-même coach. Ça a été tellement bénéfique pour moi, ça a été tellement fort comme expérience. Je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire pour les autres. Pourquoi avoir choisi l'Académie du coaching dans laquelle, à l'époque, François Delivray enseignait? En fait, ce coach-là, quand il a compris que je voulais faire ça, il m'a dit c'est simple, en fait, il faut que tu fasses la meilleure école. Et la meilleure école, c'est l'Académie du coaching. C'est une école qui avait à l'époque et qui a toujours une très bonne réputation. Assez vite, j'ai contacté l'Académie et la première personne que j'ai rencontrée, c'était François Delivray. En quoi cette formation t'a changé au fil des mois? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté à l'époque? C'est une formation qui a été constitutive de la personne que je suis devenue. Je ne suis pas la même personne après cette formation. C'est quelque chose qui s'est foncièrement transformé en moi durant ces mois de formation. C'est la première fois de ma vie que j'aborde une formation à la fois sur le contenu mais aussi sur le processus. C'est une formation sur laquelle on est jugé pas forcément sur ce que l'on sait, mais sur comment on le sait.
À l'Académie du coaching, le meilleur outil du coach, c'est sa personne. Et donc, il y a vraiment une grande vigilance à travailler sur sa personne. J'ai vraiment à la fois grandi, découvert des facettes de moi qui m'étaient complètement inconnues, et je me suis équipée pour ce nouveau métier. En fait, cette formation, elle m'a transformée. Est-ce que tu as eu des accompagnements tout au long de ta formation pour mettre progressivement le pied à l'étrier? Dans cette formation, on a à la fois de l'apport théorique, mais on a beaucoup de pratiques. Pratiques entre pairs, pratiques avec les enseignants. On a une nécessité à faire un travail thérapeutique personnel important, qui fait vraiment partie intégrale de la formation. Et cette formation, elle m'a permis de me révéler à moi-même à travers un collectif. En fait, chacun embarque dans une aventure humaine où on va à la rencontre de qui on est profondément. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des facettes de moi que je connaissais pas. Je les ai approchées, je les ai apprivoisées et je les ai développées. Je peux te donner quelques exemples. Ma capacité à être vraiment dans la présence, à être dans l'empathie, dans la capacité à percevoir et à déceler par une forme d'écoute de mon intuition ce que l'autre me dit, peut-être parfois largement au-delà des mots. Ça m'a permis aussi de lâcher les freins et d'oser. Je savais pas trop ce que je ferais de cette formation, comment ça se transformerait. Et puis, sortie de l'Académie du coaching, j'ai osé me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai monté ma structure. Je me suis assez vite rendu compte que j'étais pas un loup solitaire. Et donc, grâce aux alumni et à Aqueduc, qui est l'association des coachs certifiés de l'Académie du coaching, j'ai réussi à travailler en réseau. Et puis, j'ai intégré un cabinet parisien. Et aujourd'hui, je suis une des associées d'un gros cabinet de conseil et de coaching à Paris. Ce que j'entends, c'est que ça t'a permis de réussir ta reconversion professionnelle. Ah ben complètement. J'ai changé de métier, j'ai changé de statut, j'ai changé de ville. Enfin, j'ai tout changé à part mon mari et les 2 enfants que j'avais à l'époque. J'en ai rajouté une entre-temps. Et tu dis que tu as changé tout sauf effectivement cet ancrage familial. Et ça, c'est consécutif à la formation? C'est complètement lié. C'est-à-dire qu'en fait, cette formation a enclenché la reconversion professionnelle. Donc 13 ans après, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient en mémoire, une anecdote ou autre de cette formation précisément? Il y a un système de parrainage dans cette école. À l'époque où j'y étais, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir comme parrain François Delivray, ce qui nous a permis de créer un lien privilégié. Aujourd'hui, François est encore très présent dans ma vie de coach parce qu'il est aujourd'hui mon superviseur depuis plusieurs années. Et cette qualité de lien, de relation entre enseignants et élèves et cet accompagnement vraiment privilégié et particulier, c'est vraiment quelque chose qui me reste en tête. Alors, qu'est-ce que ce parrainage t'a apporté à l'époque, si tu t'en souviens? Ce parrainage, il permet de pouvoir aller creuser un sujet, mais c'est aussi un soutien, un lien qui permet la confiance. J'avais l'impression d'être un petit padawan et que j'avais Obi-Wan pas loin à disposition, donc ça a été très rassurant. C'était très challengeant, surtout qu'il avait à l'époque à l'école la casquette de toute la partie pédagogique avec une exigence sur les notions assez élevées. Mais en même temps, c'est un personnage d'une palette de couleurs tellement riche. Il y a toujours un espace pour se connecter à lui, pour parler en simplicité. Et alors, comment votre relation a évolué après la formation? Est-ce qu'il est devenu rapidement ton superviseur? Je crois qu'elle n'a jamais cessé. Il a été mon superviseur dès que j'ai commencé à travailler. Je me souviens qu'à l'époque, quand je lui ai demandé s'il était d'accord pour être mon superviseur et à combien il me facturerait ses sessions, il m'avait dit, écoute, tu me prends le coaching le plus cher que tu peux vendre et je me mets à ce niveau-là de tarif. Et j'avais trouvé ça génial parce que je me suis dit, en fait, il se met vraiment au niveau du coach. On a commencé comme ça et puis, moi, j'ai jamais stoppé ma supervision avec lui. Et ça fait combien de temps que tu es supervisé par François? Ça fait plus de 10 ans. Si tu veux une petite anecdote, il y a quelques années de ça, à l'occasion d'une journée du patrimoine, François m'a invité dans son atelier à la Ferté-Millan. Je pensais assez naïvement retrouver quelques élèves de l'académie. Il se trouve qu'en arrivant, j'étais la seule, je connaissais personne. Et je me suis vite rendu compte en discutant avec les uns les autres qu'il y avait ce jour-là peut-être sa famille, son frère, certains amis de Polytechnique. Au moment du repas, il a super gentiment présenté les uns les autres. Il m'a présenté en disant, voilà, Claire est une ancienne élève de l'académie, aujourd'hui une de mes supervisées. Dans toute ma carrière, c'est sûrement la coach qui a fait le parcours le plus fulgurant que je connaisse.
Je pense que de ma vie de professionnelle, c'est la plus belle reconnaissance que j'ai eue. Je sens une certaine émotion quand tu partages ce souvenir. Clairement, ouais. Quand on a une figure comme ça qui nous fait un retour aussi positif, c'est touchant. En préparant l'entretien, tu me partageais que tu avais à cœur de défendre ce métier et qu'il soit mieux reconnu. Est-ce que tu as l'impression que les livres de François contribuent à ça ? Ah ben clairement, je pense que les livres de François sont aujourd'hui des références incontournables dans le métier de coach. Je ne connais pas un seul coach sérieux qui n'ait pas au moins lu le métier de coach. Il y a certains autres incontournables, que ce soit sur la gestion du temps ou le pouvoir de la négociation. Ça vraiment, c'est des incontournables pour moi aussi. 13 ans après, est-ce que tu es à plein temps coach professionnel ? Je suis à plein temps coach professionnel avec une pratique qui se divise à la fois par du coaching individuel, qui est à peu près 50 à 60% de mon activité. Et puis j'ai du coaching d'équipe et de la formation qui complète le reste. Ma reconversion a été une vraie réussite. J'ai eu une aventure dans un cabinet où on était 4 associés pendant 10 ans. Une aventure humaine exceptionnelle avec une vingtaine de coachs qui travaillaient avec nous. Depuis quelques mois, je suis rentrée dans le cabinet Oasis. Et puis peut-être pour la petite histoire, là, j'ai fait le calcul de mes heures de coaching à l'occasion d'une certification. Donc je suis à 1300 heures de coaching. Et effectivement, aujourd'hui, quand je regarde derrière, aucun regret de cette transformation de vie. Enfin, je crois que je suis à ma place, quoi. C'est génial. Moi, pour rien au monde, je change de métier. Tu es pleinement épanoui en tant que coach professionnel. Je suis pleinement épanouie, même si c'est exigeant, si c'est fatigant. Et c'est pas un métier facile, mais en même temps, c'est ultra épanouissant et surtout, c'est tellement plein de sens. C'est sans doute ça aussi qui vous relie avec François, la recherche de sens. Je pense que François et moi, on a ensemble cette capacité à faire descendre nos coachés profondément dans une réflexion de fond, quelque chose qui va chercher quand même du sens. Ok, je te remercie Claire pour ce partage et pour avoir accepté de répondre à quelques questions. Je t'en prie David, c'était un vrai plaisir. À très bientôt. Parcours de coach. Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de cette synthèse, François ? Un grand merci à Claire. Elle est pour moi un excellent exemple d'une coach professionnelle qui a vraiment réussi, à la fois au niveau financier, au niveau humain, avec une éthique au-dessus de tout éloge. Elle est cohérente dans sa vie, ça c'est une qualité de coach dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais je trouve ça extrêmement important. Elle est cohérente entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et donc moi j'ai suivi son parcours et je la supervise depuis. C'est pour moi un bel exemple de réussite. C'est pas la seule parce que la plupart des coachs que je supervise répondent à mes critères d'exigence puisque c'est ce que j'exige d'eux avant de les prendre. Oui, il y a un entretien d'embauche presque. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu ressens de la fierté à avoir formé et par la suite accompagné en supervision des personnes qui réussissent dans ce métier ? C'est ma plus grande fierté, c'est de voir des coachs qui gagnent bien leur vie. Et moi, je suis très fier que par la formation que je leur ai dispensée, quand c'est moi qui leur ai dispensé, puis par les supervisions, ils arrivent à être heureux dans leur métier et ils arrivent aussi à traiter des cas difficiles. Et je me dis, le temps que j'ai passé à m'échiner pour présenter les choses de façon pédagogique, pour les accompagner, pour les comprendre, ça n'a pas été du temps perdu. Oui, c'est de la fierté, indéniablement, oui. Je suis très très content, oui. Alors, nous arrivons à l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement ou la supervision dont tu es le plus fier ? Le plus fier, j'en sais rien, mais il y en a tout de même beaucoup, où je suis vraiment content. Je pense là à une dame qui était dans une sale situation, dans une grande entreprise nationale, proche de la retraite, et avec un projet de vie. Elle voulait se spécialiser dans l'encadrement des tableaux. Elle-même peignait. Son patron, très compréhensif, on démarre le coaching avec des objectifs professionnels. Et puis la dame que j'avais vue en entretien préalable m'avait dit tout de même j'aimerais bien travailler un peu sur cette histoire à ma retraite. On avait demandé d'un commun accord au patron s'il était d'accord pour que sur la dizaine de séances, on en passe une ou deux à explorer son projet. Il était sympa, il m'avait dit oui, allez-y, tant que vous voulez. Bon. Et donc, on a travaillé à la fois sur ses objectifs professionnels en consacrant aussi une part à ses objectifs personnels. Ça s'est très très bien passé. Elle a beaucoup avancé. Elle m'a remercié en me faisant un tableau pour moi, que j'ai toujours ici. Ça, je suis assez fier de ça parce que ça correspondait à une voie que je prends de plus en plus maintenant, qui est une voie un peu plus de vieux sage.
J'espère pouvoir accompagner maintenant des personnes sur un plan plus personnel, sur le plan de la spiritualité. Existentiel, au fond. Absolument. Il y en a un autre, c'est chez Danone, quelqu'un qui passait au stade de directeur et que j'ai accompagné dans sa transition. Je me souviens au début. Il m'explique son problème. Il va falloir que j'apprenne à naviguer dans un milieu de requins. Et il me dit, mais monsieur Delivry, je vous fais entièrement confiance. Je lui dis, mais surtout pas, monsieur, me faites pas entièrement confiance. Si vous faites confiance à tout le monde, que vous me faites confiance à moi, non, doutez de moi. Je lui ai fait comprendre dès le début que, en fait, ce qu'il fallait qu'il apprenne, c'est à devenir un peu filou, y compris avec moi. T'as modélisé. Absolument, et dès le début. Ça a bien marché, j'étais content. Il est devenu lui-même un requin. Non, il n'est pas devenu un requin, mais il a su apprendre quelque chose que je fais souvent en coaching et que pas beaucoup de coachs, je pense, sont à l'aise là-dedans, qui est d'apprendre aux gens à naviguer dans un milieu de requins. Parce que ça nécessite d'avoir une connaissance de l'entreprise, une connaissance des rapports de force dans l'entreprise, au bon sens du terme, des vigilances à avoir, des protections à assurer. Apprendre à naviguer dans un milieu de requins, il y a beaucoup de coachs qui font le métier parce que justement ils en ont trop souffert. Ils sont pas à l'aise quand le client prend ça comme objectif. Ça, c'est important, hein. À travailler aussi en thérapie, donc. Oui, absolument, oui. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients ou tes élèves disent de toi ? Là, je me mets des plumeaux derrière et je monte sur mes pattes de coq et je me dresse avec toute ma fierté et mon orgueil. Mais c'est vrai que des choses que les gens reconnaissent chez moi, et je suis très content qu'ils disent ça, c'est qu'on sort rarement d'une séance chez moi sans avoir de solution. Le client, quand il sort de chez moi, il a avancé. Je suis très très attentif à ça. Il a avancé même pendant la séance. Il y a des fois où il avance pas, mais c'est tout de même relativement rare. Donc il y a une dimension pragmatique. Oui, il y a une dimension pragmatique, et ça, ils aiment bien. Et puis, ils disent assez souvent ma simplicité de relation, un genre de bonhomie à laquelle il faut pas trop se fier parce que je suis pas si bonhomme que ça, mais en même temps, c'est vrai que bon, je suis assez empathique et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de plus ? Bien sûr, j'aimerais qu'ils disent que je suis le meilleur coach de la Terre, que j'ai fait un bouquin qui va rester pendant 100 ans. Enfin, j'aimerais qu'ils me passent de la pommade, mais c'est humain. Bon, non, je me fais pas d'illusions. J'ai droit à mes fantasmes de reconnaissance. Mégalomanie. Mégalomanie, bah oui, il en faut un petit peu. Ah bah surtout pour faire ce métier, je pense. Hein. Une petite dose. Oui, c'est ça, une petite dose. Alors, quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs ou de superviseurs, puisqu'il y a les deux qui existent ? Ben, je serais drôlement embêté. Parce que naturellement, j'aurais tendance à serrer les boulons au niveau des exigences de professionnalisme. Et ce que je crains, ce qui s'est déjà produit, c'est que j'ai plus beaucoup d'adhérents qui viennent, parce que j'aurais été trop exigeant. Je suis peut-être trop exigeant, je sais pas, en même temps, il faut que je tire vers le haut, mais bon, c'est tout de même un petit peu ce que je crois et ce que je pense, oui. Mais si je devenais président d'une association de coaching, ah si, il y a tout de même quelque chose. Ça, alors là, c'est que les associations se mettent d'accord pour définir les fondamentaux du métier. ICF définit les compétences fondamentales. Elles sont très très bien. Mais pour moi, c'est pas les fondamentaux du métier. C'est des choses qui sont tout de même sujettes à appréciation personnelle. D'une certaine façon, c'est pas assez scientifique. Quel est ton espoir pour le métier de coach et le métier de superviseur ? Mon espoir, c'est qu'il y ait au moins une partie des coachs qui acceptent la nécessité d'une plus grande exigence professionnelle. Et puis, que soient définies plus clairement les limites des gens qui s'appellent coach et qui font des coachings à 80-100 euros, je vais les définir comme ça. Qu'ils soient plus conscients des limites de leur approche. Qu'en particulier, soit clarifiée la limite du coaching de vie. Il y en a qui le font, mais je trouve pas que les réponses soient tout à fait satisfaisantes. J'ai un peu réfléchi, tout de même, c'est pas si facile que ça. Et donc, je souhaiterais que les coachs qui vont se lancer là-dedans, qui vont avoir des tarifs bas, ça soit d'une certaine façon qu'il y ait une espèce de socle pour ces professionnels qui sont très différents du coaching en entreprise, du coaching maïeutique, comme je l'appelle. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? J'aimerais qu'ils se posent des questions. Où est-ce que j'en suis de mon professionnalisme ? Où est-ce que j'en suis de ma formation ? Où est-ce que j'en suis de ma supervision ? Où est-ce que j'en suis de mes limites ? J'aimerais qu'ils se posent des questions sur leur métier.
sur la façon dont ils exercent leur métier. Et que les gens acquièrent une certaine part de doute dans leur certitude sur le coaching. Il y a des gens qui, quand on leur parle de ce métier-là, ils ont une vision assez péremptoire de ce que c'est que ce métier, que ça c'est nécessaire, ça c'est pas nécessaire. Dans ce métier, mais également dans toute ma vie, j'essaye de garder une saine part de doute. Je suis pas sûr que ma voix soit la bonne et donc j'essaye de me poser régulièrement des questions. Quels sont tes prochains projets ? Il faudrait que je boucle mes bouquins parce que j'ai pas mal de livres en cours qui sont écrits pour certains depuis 10-15 ans et dont il manquait que 5 ou 10%. Et puis j'ai eu un pépin de santé au printemps. Finalement, c'était pas grave, mais j'ai eu peur et je me suis demandé ce que j'allais regretter si je cassais ma pipe de 6 mois ou d'un an, et c'était de pas avoir bouclé mes bouquins. Donc je voudrais boucler mes bouquins d'ici quelques mois. Tu pourrais nous parler des thèmes des livres ? Il y a un livre en 2 tomes qui sont des synthèses que j'ai publiées pendant 8 ans. Une petite synthèse de 3 pages sur l'art, la littérature, la sagesse, la philosophie, les méthodes, la spiritualité. Donc j'ai 200 synthèses à peu près. J'ai rassemblé les brefs, c'était un gros boulot, ils sont en 2 tomes. J'ai un bouquin sur le deuil de ma compagne il y a 8 ans, avec à la fois mon témoignage et puis une réflexion théorique. J'ai un livre sur l'art et la création, où je parle de ma façon d'appréhender l'art et les questions qu'on peut se poser sur l'art contemporain. J'ai 2 livres de contes, un pour enfants, un pour adultes. J'ai le livre sur De Gaulle que je voudrais republier. J'ai un bouquin sur les croyances, à partir de la révolution copernicienne. Et puis j'ai surtout un bouquin sur Dieu, avec des questions iconoclastes, qui s'adressent à la fois aux athées et aux croyants, qui est un sacré paquet, et je ferai peut-être grincer des dents. Il y a de quoi remplir une étagère complète de bibliothèque. Oui. Mais je suis content, je voudrais vraiment boucler, c'est trop bête d'avoir ça, qui est bouclé à 80 ou 90%, et puis il manque pas grand-chose. Donc ça va sortir dans les mois à venir, tout ça. Ça va sortir dans les mois à venir. Et si je trouve pas d'éditeur, je publierai en auto-édition. Écoutons un extrait de l'œuvre que tu as choisie pour incarner ton propre parcours et nous en parlerons juste après. Alors, il s'agit du concerto pour 4 clavecins en la mineur du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach, datant de 1735. Cette composition baroque est une transcription et une adaptation du concerto pour 4 violons et violoncelle en si mineur d'Antonio Vivaldi, datant de 1711. Pourquoi ce choix, François ? C'est un morceau de musique que j'apprécie particulièrement parce qu'il s'en dégage à la fois énormément de sérénité, comme beaucoup d'œuvres de Bach, et au-dessus de ça, une légèreté au niveau des pianos et du jeu des 4 pianos qui correspond tout de même, je trouve, pas mal avec le socle de ma vie qui est la confiance en la vie, la confiance en Dieu, la légèreté et la joie que ça procure. Ce morceau me remplit toujours d'une paix extrêmement grande, me donne envie de dépasser les épreuves. C'est un morceau qui me calme beaucoup. Je suis un tempérament passionné et me rattache vraiment au fond de moi, à mes racines. Alors David Frey, pianiste qui a joué régulièrement cette œuvre, explique qu'il est essentiel d'atteindre le bon équilibre et de créer un son unique et non 4 sons dissociés, séparés. Nous avons toujours été encouragés à avoir une personnalité distincte, mais ici, tout en gardant notre individualité, nous devons trouver une zone où nous pouvons tous nous retrouver. 4 sons qui font sens en un seul. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Je trouve que c'est parfait, c'est exactement ça. Il a dit bien mieux que moi ce que je ressens.
Il y a à la fois, il y a l'harmonie, le jeu de ces 4 pianos ensemble. 4 pianos, c'est tout de même rare. Ça permet d'atteindre la profondeur et puis en même temps, ce jeu très élégant de diverses composantes de notre personnalité. Mais d'ailleurs, je me suis posé la question si on pouvait pas faire un parallèle entre cette œuvre composée pour 4 clavecins, 4 pianos, et puis tes 4 passions que sont l'accompagnement, la sculpture, le conte et l'écriture. Oui, on peut faire un lien. Ça a été longtemps une de mes grandes difficultés, c'était quoi choisir. Dieu m'a donné une personnalité riche et pas mal de talents. J'ai de la chance, j'essaye de développer tous ces talents. Il y a des fois, ils sont en conflit, et donc j'ai besoin d'un socle qui unifie cela. Il y a encore 4 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais privilégier pour le reste de ma vie? Et puis j'ai compris, j'ai dit, je privilégie rien. Je ferai ce qui arrivera maintenant, au bon moment, puis ça sera comme ça. Et je vais essayer de conjuguer tout cela d'une façon suffisamment souple, parce que je suis comme ça, c'est pas la peine d'essayer de privilégier une voie, même si c'est plus difficile pour les gens de me classer. C'est pas facile pour les gens de pas classer quelqu'un. Et avec moi, ils peuvent pas classer, donc... Tout au début de l'entretien, tu me partageais la joie de voir danser en toi tous les modèles, toutes les références. Oui. Est-ce que tu as aussi cette joie de danser avec tes 4 passions? Absolument. Je peux très bien quitter 2 heures de modelage à mon atelier près de Villers-Cotterêts. Je passe ensuite à l'écriture. Ça me dérange pas, au contraire, c'est pas la même énergie. Alors faut bien que je me repose de temps en temps tout de même, mais c'est pas la même chose et les 4 facettes se conjuguent. J'avais pas du tout pensé à ça, je te remercie beaucoup. Tu arrives à trouver un fil d'or qui fait sens au travers de ces 4 activités? Le fil d'or, c'est la création qui est divine. Que ça soit d'écrire un bouquin professionnel, une sculpture, de créer un conte, la création me remplit de joie. Le socle, c'est ça. Hein. Je vois ton sourire. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion et de la joie qui t'anime en fait quand tu parles de notre métier. Mais oui, hein. La racine grecque du mot enthousiasme, c'est entheon, hein, en Dieu. En filigrane de l'entretien, à certains moments, tu as évoqué ta foi. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? La foi, c'est la confiance en Dieu. Et de façon plus générale, c'est la confiance en la vie. Que ça soit dans l'exercice du métier ou moi pour ma propre vie, c'est la grande question ultime. Est-ce que je fais confiance à ce qui va se passer? Est-ce que je crois qu'il y a quelque chose de neuf qui va émerger? Quand je suis désespéré, est-ce qu'il y a quelque chose qui va naître? La foi, c'est que oui, il y a quelque chose qui va naître. Ton choix musical pour incarner symboliquement ton parcours, c'est quand même une musique baroque, musique dans la transcendance. Oui. En même temps, je comprends les personnes qui ont du mal avec la transcendance, mais moi, je ne conçois pas ma vie sans transcendance. Après quasiment 2 heures d'entretien, qu'est-ce que tu ressens, François? Bon, je suis très content, je te remercie beaucoup de tes questions. Peut-être que j'ai exprimé des idées et des opinions qui vont peut-être bousculer quelques-uns et j'en suis désolé à leur égard, mais en même temps, j'ai le droit d'avoir mes opinions, au risque de me tromper et de porter des jugements, soit hâtifs. C'est comme ça. Je m'autorise à le faire maintenant de plus en plus. C'est un entretien qui est intéressant à la fois pour cerner comment moi je vois ce métier de coach passionnant, complexe, et puis également cerner un peu plus qui je suis, ma personnalité. Alors avant de conclure, je vais rappeler le titre de ton livre, Le métier de coach, qui est donc sorti il y a une 20aine d'années et qui est publié chez Erol. Un grand merci François pour avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour la pertinence de tes questions, je suis très heureux de cet entretien. Merci beaucoup. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Vous le savez, le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et via toutes les applications dédiées au podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez toujours liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.